Guy Turcotte, ce sont des experts de la couronne qui ont témoigné depuis 2 jours et qui disent, écoutez, le fameux syndrome dont on a parlé, là, ce trouble d'adaptation de Guy Turcotte, ça n'empêche pas d'avoir été en contact avec la réalité. Alors, depuis 2 jours, c'est la thèse qui a été amenée. On va discuter avec nos collaborateurs, Nicole Gibault, ex-juge, maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, et Marie-Christine Bergeron, qui suit tout ça au palais de justice de Saint-Jérôme. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, M. Léger. Alors, Marie-Christine, ce qu'ont dit les spécialistes de la couronne, c'est trouble d'adaptation, oui, mais quand il y a trouble d'adaptation, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où on va. Non, sinon ça serait une psychose, en fait. C'est ce qu'a dit le premier expert qui a témoigné hier matin, Pierre Blot, qui, lui, est un enseignant en psychiatrie. Il est venu ici pour justement vulgariser sa science. Il faut dire qu'il n'a pas évalué Guy Turcotte. Donc, ce qu'il est venu expliquer aux jurys essentiellement, c'est un trouble d'adaptation, c'est comme un rhume. Tout le monde peut l'attraper, tout le monde peut en souffrir. Ça peut causer de la tristesse, de l'anxiété, de la colère. Ça peut affecter, perturber le comportement. Ça peut vous empêcher de travailler également. Mais en aucun moment, ça n'affecte la capacité de savoir, de différencier le bien du mal. En aucun moment, une personne qui souffre d'un trouble d'adaptation perd contact avec la réalité. Et si c'est le cas, c'est une psychose, point à la ligne. C'est ce qu'il a répondu, c'est ce qu'il a voulu faire comprendre au jury. Et la psychiatre France Proulx a corroboré ça en disant il était sûrement en contact avec la réalité. Oui, mais en fait, ce que je comprends, c'est que Pierre Blot est venu mettre la table au témoignage de la psychiatre suivante qui, elle, a évalué Guy Turcotte. Elle l'a rencontré pendant 1 heure, pendant 2 heures, pardon. Elle a dit que c'était suffisant. Guy Turcotte a collaboré, elle a pu lui poser toutes les questions. Elle a eu accès aussi à ses dossiers médicaux. Et essentiellement, ce qu'elle est venue nous dire aussi, c'est qu'elle n'a pas perçu de troubles psychotiques, il n'a pas eu d'hallucinations. Il lui a dit clairement qu'il savait qu'il faisait du mal à ses enfants. Alors, pour toutes ces raisons-là, elle en vient à croire que, selon elle, c'était simplement un trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et que, dans ce cas précis, le verdict de non-responsabilité criminelle ne s'applique pas. Et on parle des trous de mémoire. On dit qu'un trou de mémoire, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté de la réalité. Elle a dit que ça ne constitue pas justement l'incapacité de différencier le légal de l'illégal. Et elle a même dit, elle a soulevé un doute, elle a dit, est-ce qu'il a pu simuler ces flashs et trous de mémoire? Elle a dit, c'est possible. Par contre, il faut mentionner que cette soirée-là, il peut avoir un choc émotionnel et que de l'amnésie, ça peut arriver. Il a des flashs qui surcotent certains moments de la soirée et on est incapable de faire une chronologie dans ces nombreux flashs. Alors, Maître Rancourt, trouble d'adaptation, c'est le centre de l'affaire. Alors, d'un côté, les psychiatres de la défense qui disent ça l'empêchait d'être en contact avec la réalité. Et voilà que 2 autres psychiatres de la couronne disent quand on a un trouble d'adaptation, au contraire, il faut nécessairement qu'on soit connecté à la réalité. Autrement, ça ne s'appelle pas un trouble d'adaptation, c'est une psychose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Savez-vous où est-ce que ça va se jouer? Je pense que c'est dans la qualité des experts. Moi, je me souviens dans des procès où la couronne me disait « Ah, votre expert, on va accepter sa qualité d'expert. » Je disais « Non, je veux absolument qu'on puisse démontrer la qualité d'expert avec son curriculum vitae. » Moi, j'ai le docteur Pierre Gagné que j'ai eu dans plusieurs causes. Des fois, ça prenait presque une journée à démontrer toute l'expérience qu'il avait dans ce domaine-là. Alors, je pense que ça va se jouer. On a deux psychiatres d'un côté, 2 de l'autre qui disent le contraire un peu. Est-ce que les jurés vont pouvoir regarder et dire, bon, qui, par exemple, a plus d'expérience, sur lequel on peut se fier le plus, ça va se jouer là-dessus, à mon avis. N'empêche que, Mme Gibault, comme la psychiatrie joue un rôle essentiel dans ce genre de procès-là, c'est surprenant de voir que un concept central comme le trouble d'adaptation est interprété différemment. Quand on va à l'école, on dit voici, c'est comme ça égale ça. C'est comme si à l'école, il y avait 2 universités différentes qui avaient enseigné la même chose. On a toujours dit que la psychiatrie, c'est pas une science exacte. Alors, c'est là-dessus évidemment, qu'on se base pour dire qu'il y a des thèses littéralement opposées. Je suis entièrement d'accord avec Maître Rancourt, mais moi, je vais ajouter que à ceci, on va également, parce que là, on a mis des pièces d'un casse-tête pendant 2 mois avec différents témoignages. Toutes ces pièces-là, toutes ces brides de témoignages, ces parties ou ces témoignages
on va les associer dans une thèse ou dans l'autre. Ah oui, c'est vrai, on a entendu telle chose. Ça, c'est les jurés dans leur chambre de délibération avec les bonnes instructions et directives du juge qui vont se diriger là-dedans. Seuls eux vont dire, ah oui, je me souviens, tel psychiatre a parlé de ça, ça va plus là, ça va plus là. Alors, c'est ça la table qui a été mise. Les experts sont venus étaler leur position fermement. Ils y tiennent mordicus, sont pas ébranlables, ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est les jurés qui vont avoir. Alors, ça devient le jeu du qui dit vrai. Là. Tout est le juré, puis tu dis, bon, ben, qui c'est que je crois? Dans l'ensemble de la preuve, qu'est-ce qui va accrocher le plus avec, pas qui dit vrai en général, dans ce dossier, dans l'ensemble de la preuve, chaque petite pièce de ce casse-tête-là, qui dit, pas qui dit vrai nécessairement, mais qu'est-ce qui s'applique le plus? Si vous voulez, on fait un peu de... Oui, allez-y rapidement. Une balance de probabilité. On sait que quand on fait une défense, l'article 16, la défense doit un fardeau de démontrer par balance de probabilité qui est plus probable qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. OK. Donc, c'est pas hors de tout doute, mais c'est très, très probable qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. OK. On va faire une pause de retour. On va parler d'un toxicologue qui est du procès de Guy Turcotte. Alors, Marie-Christine, aujourd'hui, un toxicologue qui a parlé de la place. Oui, le docteur Martin Laliberté, spécialiste depuis 20 ans en toxicologie, qui est venu dire finalement que le méthanol n'avait aucun effet sur le cerveau. Il a dit que ça prendrait une dose considérable pour que ça soit poison. Il faudrait que la personne en ait ingéré une quantité industrielle. Il a dit les effets immédiats, là, ce sont seulement des crampes, des vomissements, des nausées. L'absorption, ça prend entre 30 et 90 minutes selon lui. Par la suite, c'est la phase de métabolisation qui prend selon lui entre 12 et 24 heures. Et c'est là que les effets beaucoup plus graves peuvent commencer, comme le coma carrément, et peuvent aller jusqu'à la mort, bien sûr. Et on lui a aussi posé des questions sur les prises de sang qui ont été effectuées sur Guy Turcotte lors de son arrivée à l'hôpital de Saint-Jérôme. Et puis 2 heures après, il y a eu une augmentation du taux de méthanol. Et là, Maître Vera a demandé qu'est-ce que ça vous dit. Selon le témoin, le spécialiste, et lui, il estime que Guy Turcotte a pu boire de la glace à 11 heures le lendemain des événements. Donc, il y aurait 3 périodes de consommation. 2 fois le soir des événements et une autre période de consommation à 11 heures, soit tout juste avant d'être récupéré par les policiers. Alors, Maître Rancourt, c'est la première fois qu'on entend ça depuis le début du procès. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je ne sais pas. Ça peut être interprété d'un côté comme de l'autre. Autant la couronne peut l'interpréter dans son sens en disant, ben, s'il l'a fait à 11 heures le matin, c'est parce qu'il voulait peut-être cacher quelque chose. La défense va dire, non, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il n'avait pas réussi son suicide et il voulait le faire. Alors, ça peut être interprété d'un côté comme de l'autre. C'est pas significatif pour moi. OK, pour vous, c'est important, Mme Gibault? Pas nécessairement significatif, mais évidemment, j'ai hâte de voir, moi aussi, même chose que Maître Rancourt, pourquoi, parce qu'on sait que la question a été posée, puis c'est pas pour rien. Si Maître Verrel l'a posé, alors comment lui va faire avec l'ensemble de la preuve le lien quand il va plaider, parce qu'il va plaider en deuxième après la défense? Alors, qu'est-ce qui s'en vient en quelques secondes, Marie-Christine? Demain, le témoignage se poursuit du docteur Laliberté. Par la suite, sur le contre-interrogatoire. Et enfin, la preuve sera close. Et la semaine prochaine, on comprend que ça devrait être le début des plaidoiries. Un long procès quand même. Merci beaucoup.